Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Savoir d'où elle vient. Vous l'avez dit d'ailleurs, du Nord, elle écrit en langue d'Oil, Oui. donc dans le nord de la France, fatalement, Oui. nord de la Loire. Ça, c'est au moins une certitude, c'est que dans les chroniques, on la désigne comme Marguerite de Hainaut, dite Porrette. Donc ça fait beaucoup d'indices pour Voilà, le Nord. donc le Hainaut, à l'époque, c'est plus vraiment une désignation administrative, mais c'est encore un territoire et c'est associé à un patrimoine encore aujourd'hui qui correspond pour celles et ceux qui ont un petit doute à une zone qui est maintenant entre la France et la Belgique. Oui, c'est ça, les Flandres. Oui, les Flandres, c'est juste au-dessus. D'accord. Et donc le Hainaut est un peu en dessous. D'accord, donc ça englobe notamment Valenciennes, qui est la ville à laquelle elle est attachée, attribuée. Donc on sait, on suppose qu'elle est originaire de Valenciennes. Et plus récemment, une chercheuse qui a soutenu une thèse à l'EHESS en histoire a relevé dans les archives du béguinage de Valenciennes le nom d'une Margonnette qu'elle propose d'identifier à Marguerite. Alors il y aurait des arguments pour, des arguments contre. Margonnette, c'est... Margonnette, c'est un diminutif, en D'accord. fait, pour Marguerite. Ah ok, d'accord. Donc, c'est pas impossible. Mais là encore, voilà, on est dans la conjoncture. Porrette veut dire quelque chose, d'ailleurs. Oui, Porrette, ça veut dire le petit poireau. le petit poireau. D'où le ça petit vient, oignon ça aussi. D'où ça viendrait, ce... Là encore, on est obligé de faire des hypothèses. Ouais. Moi, celle qui me semble la plus intéressante, c'est le lien avec la pratique du jeûne. Puisque j'ai pu trouver dans des textes béguinots la métaphore de cet aliment qui est en fait la cive, qui est c'est toute une gamme. Oui, voilà. C'est vrai qu'en Belgique, on mange même encore famille. des tartines de fromage blanc avec la cive, là, avec ses oignons nouveaux. Et donc, ils pouvaient être utilisés dans une pratique ascétique de jeûne. C'est-à-dire qu'on va se consommer seulement ce type d'aliments qui viennent de la terre pour montrer son humilité. Et donc, à force, on finit par être un petit peu maigre quand même, parce que ça nourrit pas beaucoup. Et cette extrême maigreur, elle a été désignée dans un des textes que j'ai pu rencontrer comme faisant penser à... La personne fait penser à un petit oignon, parce qu'elle est toute fine, en fait. C'est génial, oui, bien sûr, évidemment. C'est une possibilité. Voilà, on n'a pas vraiment d'autres hypothèses sur ce patronyme. On a donné le mot, béguine. Est-ce qu'on peut, on va dire ce que c'est. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une béguine clergesse ? Oui, ce sont les termes qui apparaissent en effet dans la version française des chroniques. On va expliquer tout ça. Oui. Donc la béguine, c'est une femme, comme vous l'avez dit en introduction, pieuse, qui mène une vie religieuse, mais sans avoir prononcé de vœux envers l'Église. Donc, c'est un statut un peu hybride. Alors, si on l'hybride, l'époque n'aime pas du tout. Non, on est vraiment dans une époque une société de mise au pas. Comme je le dis souvent, c'est très important. Oui, et puis vraiment de raidissement aussi. Sous Philippe le Bel, que ce soit les Templiers, qui sont aussi hybrides, qui sont moines soldats. Oui, exactement, bien donc, sûr. on a le même statut, en fait, de ces deux groupes, de ces deux communautés. Et donc, les béguines, c'est un mouvement spontané, assez étonnant d'ailleurs, qui apparaît au cours du XIIe siècle, qui se répand à vitesse grand V au XIIIe siècle, principalement dans le nord de la France et donc dans ce qui correspond aujourd'hui aux Belgique et aux Pays-Bas, mais pas seulement. On en a aussi beaucoup en Allemagne, on en a en Champagne, on en a dans le nord de l'Italie, on en a dans le sud de la France actuelle. Donc c'est vraiment quelque chose qui essaime. Il n'y a pas de porte-parole, il n'y a pas de fondateur ou de fondatrice. Pas de clergé, pas de... Non, et donc il n'y a personne pour aller défendre cet ordre auprès du pape, par exemple. Dans les mêmes années, au moment où ça se développe, on a François d'Assise, qui lui aussi va fonder un ordre, et c'est pas le seul, il y en a plein, et qui ensuite va porter la demande d'approbation auprès de l'Église, et ce n'est jamais gagné. Il a failli pas l'avoir. La première version de la règle a été refusée. Donc ce sont des ordres qui peuvent être désignés comme hérétiques,
comme qui peuvent être approuvées. Donc à des béguines, il n'y a jamais eu personne pour aller porter cette demande. Donc elle reste dans ce statut, en fait, qui correspondrait quelques décennies ou siècles plus tard, plutôt siècles plus tard, à celui de tertiaire, c'est-à-dire de femmes laïques qui viennent s'engager auprès d'un ordre religieux sans s'engager totalement, mais qui vont se consacrer à leur manière à elles, à une vie spirituelle. Et alors la spécificité surtout de ces béguines, c'est que ce sont des femmes libres, puisque certes elles sont attachées à une paroisse, à un couvent, elles ont besoin en fait d'avoir un prêtre qui vienne célébrer la messe, administrer les sacrements. C'est la piété, ça. Oui. Ils ont besoin. Oui, ce ne sont pas des rebelles radicales, Oui, en ce sens-là. ça. Mais en même temps, elles se gouvernent elles-mêmes. Donc elles ont un enclos fermé, avec un certain nombre de maisons individuelles dans lesquelles elles vivent au moins à deux. La solitude, c'est très relatif au Moyen-Âge. On est toujours deux quand on est tout seul au Moyen-Âge. Et puis, il y a des personnes qui sont des béguines qui sont pauvres et qui travaillent, qui vont travailler au sein d'hôpitaux, dans le béguinage ou à la ferme aussi, du béguinage, ou dans des écoles. Et puis, qui vont alphabétiser comme ça un certain nombre de classes sociales qui habituellement n'avaient pas accès à l'éducation, donc la classe bourgeoise ou petite bourgeoise, filles comme garçons. C'est déjà des écoles mixtes à l'époque, ce qui est assez novateur. C'est une autre vision du Moyen-Âge, c'est bien. Ah oui, oui. On a tellement cette vision de période sombre, tout ça parce qu'il y avait moins de textes à certaines dates. Oui, puis on a choisi de mettre peut-être en avant certains faits plutôt que d'autres. Pas faux. Donc c'est vrai que là, à chaque fois qu'on rencontre pour la première fois ou quand j'en parle et que les personnes découvrent tout ça, il y a un effet de stupéfaction parce qu'on se dit mais c'est pas ce qu'on m'a raconté. Bien sûr, il y a des femmes médecins, il y a des femmes militaires. Oui, sages-femmes, et il y a un certain nombre de compétences qui sont reconnues comme particulièrement bien développées par les femmes et transmises. Après, ça reste des femmes, donc il y a toujours cette suspicion de l'Église. Oui, et en même temps qu'il y a géométrie variable en fonction des périodes, en fonction des territoires. Puisque dès qu'on va avoir une juridiction un petit peu plus favorable en termes d'héritage, tout simplement, ça c'est quand même symptomatique, dès qu'une femme peut posséder en propre les biens hérités du père ou du mari, ça change la donne sur la légitimité, l'autorité dont elles peuvent disposer. Et donc, typiquement, ces territoires du Nord sont des territoires où les femmes accèdent à cette propriété. C'est un territoire aussi où il y a eu des comtesses très fortes, Jeanne et Marguerite de Flandre et de Hainaut, qui étaient les filles de Baudouin, l'empereur de Constantinople. Exact. Donc, on ne vient pas de n'importe où. Et qui ont exercé un pouvoir vraiment décisif et un pouvoir féminin. Donc, les béguines, elles s'ancrent dans ce contexte-là. Elles revendiquent une liberté. Elles se gèrent. C'est une maîtresse qui est à la tête du béguinage, qui a une investiture d'un certain nombre d'années, donc qui n'est pas nommée à vie. Elles sont en bonne intelligence avec les ecclésiastiques de leur paroisse. C'est pas des rebelles, c'est pas des Non, elles sont pas dans l'opposition, la provocation. Elles sont dans la charité, donc le soin aux malades, l'accompagnement des mourants jusqu'au trépas. Elles sont souvent veuves aussi, j'ai vu. Alors ça peut être en effet, il y a beaucoup de veuves qui, plutôt que de se remarier, ou parce qu'elles ne trouvent pas à se remarier aussi. Il y a une démographie un peu particulière. On est à un temps de croisade où il n'y a peut-être pas forcément, c'est souvent une hypothèse qui est mise en avant, assez d'hommes aussi pour pouvoir envisager un remariage. Donc ils peuvent soit choisir, soit subir ce célibat post-veuvage et qui vont donc s'engager dans une vie de béguine. Il y a aussi des femmes, on a des anecdotes là-dessus qui sont assez amusantes, qui rentrent en béguinage pour éviter, pour échapper à un mariage et qui préfèrent en fait avoir une vie virginale, consacrée, contre la vie des parents et qui vont prendre refuge au béguinage parfois pour échapper à une noce, quoi. D'accord. Donc ça arrive aussi. Et puis dans le cas des veuves, on peut avoir des veuves avec des enfants, même des enfants jeunes, qui vont aussi vivre au béguinage. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.